Je vous remercie pour l'invitation, cette invitation qui s'inscrit dans la suite, effectivement, notamment du beau. C'est plus qu'une conférence, c'est un grand colloque d'avril dernier auquel j'ai eu plaisir à participer, qui était extrêmement intéressant et qui m'a donné l'occasion aussi de découvrir davantage ce métier d'interprète, notamment, qui est évidemment essentiel, un maillon essentiel dans l'accès aux droits des personnes étrangères. Alors, la thématique du module, donc vous l'avez rappelé ce matin, c'est barrières et précarité dans l'accès aux droits et aux services publics. Il est question de précarité au pluriel, ce qui renvoie à la fois à la précarité juridique, précarité des droits et précarité de l'accès à ces droits et à la précarité sociale qui en résulte. Alors, en ma qualité de juriste, je vais me concentrer sur la précarité juridique en évoquant les conditions d'accès aux droits en matière de protection sociale pour les personnes étrangères. Protection sociale qui relève pour une très grande part du service public. On songe bien sûr en premier lieu à la sécurité sociale, qui est un service public, à l'assurance chômage aussi, le service public de l'emploi, ou encore à l'aide sociale qu'on appelait anciennement assistance. Pourtant, la protection sociale n'est pas tout public. Les personnes étrangères en particulier sont soumises à des conditions spécifiques qui limitent leur droit à la protection sociale. Alors, certaines persistent à soutenir qu'il suffit pour une personne étrangère de poser le pied sur le sol français pour être bénéficiaire, au même titre que les nationaux de prestations sociales. Pourtant, rien dans l'histoire de la protection sociale, ni dans les règles qui la gouvernent actuellement, ne permet d'accréditer cette thèse. À aucun moment, les personnes étrangères n'ont eu accès de manière systématique aux prestations qu'offre notre système. Les étrangers n'ont jamais été traités à l'identique des Français en la matière. Alors, la jouissance des droits aux prestations sociales n'est inconditionnelle en réalité pour personne, qu'il s'agisse des étrangers ou des nationaux, c'est-à-dire que là, à minima, il y a une condition essentielle en matière de protection sociale qui s'applique à tout le monde, c'est la condition de résidence. Hein, on parle d'un principe de territorialité de la protection sociale. Donc, il y a cette condition de résidence. Il peut y avoir une condition d'activité préalable. Il faut avoir travaillé un certain temps pour bénéficier, par exemple, des indemnités journalières maladie. Il peut y avoir des conditions de ressources en matière d'aide sociale principalement. Et donc ces conditions s'appliquent à tous et toutes, mais les étrangers se sont toujours vus opposer des conditions supplémentaires, plus ou moins strictes, liées à ce qu'on appelle en droit aussi leur extranéité, c'est-à-dire en fait qui renvoie à leur nationalité étrangère. Donc le sujet m'invite à présenter l'évolution de ces conditions spécifiques d'accès des personnes étrangères à la protection sociale et au regard du champ d'intervention de ISM Interprétariat et du public accompagné par les interprètes. Ça m'invite aussi à faire un focus plus particulièrement sur la couverture maladie. Sans empiéter, alors toujours dans une approche, je dirais, plus théorique, juridico-théorique, donc sans empiéter ensuite sur les propos de Mathias Thibault, qui reviendra davantage sur les conséquences concrètes donc des barrières, effectivement, qui sont posées à l'accès aux droits, et notamment en matière de couverture maladie, aux personnes étrangères. Donc, ce qui caractérise d'abord la protection sociale des étrangers, c'est que c'est une protection sociale, je dirais, sous conditions au pluriel, et encore une fois, sous conditions supplémentaires par rapport aux conditions qui vont s'appliquer aux personnes françaises. Et il y a une première condition d'accès aux prestations sociales, une première condition historique, qui est la condition de nationalité. Une condition historique parce qu'elle a marqué l'histoire de la protection sociale et qu'elle appartient précisément à l'histoire, autrement dit qu'elle n'existe plus. La condition de nationalité, c'est celle qui consiste à réserver le bénéfice des prestations sociales aux nationaux, aux Français. C'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Cette condition de nationalité, elle remonte à l'émergence de l'État social à la fin du XIXe siècle et elle s'explique en fait par les liens forts entretenus entre l'État social naissant à l'époque et l'État-nation moderne tel qu'il s'enracine à la même époque. Il y a vraiment une concomitance, et c'est plus qu'une concomitance, encore une fois, des liens très forts entre naissance de l'État social et enracinement, affirmation de l'État-nation. Un État-nation fondé sur une conception de la nationalité entendue comme un lien juridique de rattachement des individus à un État, dans le cadre duquel, en fait, c'est l'État qui choisit qui sont ses nationaux.
Or, cette façon de concevoir la nationalité et de délimiter l'État-nation a alors des retombées très concrètes, c'est-à-dire que les personnes qui résident sur le territoire français et surtout qui possèdent la nationalité française sont ipso facto, en fait, inclus dans le cercle des bénéficiaires de l'État social alors émergent. En fait, il faut comprendre qu'il y a comme une relation de réciprocité entre État-nation et État social. L'État-nation permet d'identifier les bénéficiaires de l'État social à travers ce critère de nationalité, ce lien de nationalité. Et en retour, l'État social sert, est au service de l'État-nation, dans ce qu'il a de nationaliste, je dirais, en renforçant en fait le sentiment des membres de l'État-nation de faire nation. Parce que ça devient un privilège d'être national. Ça devient un privilège parce qu'on se voit reconnaître des droits euh, en priorité sur les non-nationaux et en l'occurrence des droits en matière de protection sociale. Et donc, à l'inverse, en tant que non-national, l'étranger va faire l'objet d'un traitement différent et moins favorable, avec des variations néanmoins qu'il faut quand même souligner dès cette époque, selon le type de solidarité à l'œuvre. Donc la solidarité, c'est ce qui va, c'est le principe hein, qui va sur lequel va se construire notre État social. Et voilà, selon les mécanismes qui vont être pensés à cette époque et qui vont ensuite se développer et s'ancrer dans notre système pour voilà, devenir notre système de protection sociale moderne, on peut, voilà, il y a différents types de solidarité et on peut distinguer en fait, notamment entre les lois qui vont s'appliquer aux, les lois de protection sociale qui vont s'appliquer aux travailleurs, on parle aussi de lois d'assurance sociale et les lois d'assistance qui vont s'adresser aux personnes dans le besoin. Et en fait, là, il y a voilà, une nuance à faire quand même dans le traitement des personnes étrangères à l'époque. C'est qu'en tant que travailleurs, donc dès la fin du 19e siècle, en tant que travailleurs, les étrangers vont être couverts en fait. Vont être couverts, alors sous réserve de quelques spécificités liées à leur nationalité, mais ça reste assez marginal. Et donc, par exemple, en matière d'accident du travail, la grande loi de 1898 qui met en place une législation en la matière va traiter encore une fois, sous réserve de quelques petites nuances, mais va traiter de la même manière les travailleurs étrangers et les travailleurs français. En revanche, les étrangers vont faire l'objet d'un rejet important lorsqu'il va être question d'assistance et donc de venir en aide aux personnes dans une situation de besoin. Dans les lois qui sont adoptées à l'époque, les premières grandes lois d'assistance, on va retrouver une exclusion assez forte des étrangers, une exclusion qui, là aussi, pourrait être un petit peu nuancée, mais à la marge, je dirais, en raison de l'existence, c'est un peu technique, en raison de l'existence de traités bilatéraux de réciprocité signés entre la France et les pays étrangers de provenance, je dirais, de l'immigration, hein, des pays notamment pourvoyeurs de main-d'œuvre, des traités qui prévoient que les Français dans le pays étranger sont également protégés. Auquel cas, les étrangers de l'État, donc partis à la Convention, les étrangers de cet État étrangers se trouvant en France, peuvent être aussi protégés. Mais la règle générale en matière d'assistance, c'est celle de l'exclusion des personnes étrangères et on a des illustrations, notamment avec une première grande loi d'assistance très importante et qui concerne précisément la maladie, qui est la loi 1893 sur l'assistance médicale gratuite, qui va exclure les étrangers, alors là, sous réserve de réciprocité, donc de l'existence d'un traité bilatéral. Mais on a aussi une autre grande loi, la loi 1905 sur les vieillards infirmes et incurables, donc en matière d'assistance aux personnes âgées, si vous voulez, et invalides, qui là exclut radicalement les personnes étrangères. Hein. Le premier article de la loi énonce que tout Français a droit à l'assistance et à aucun moment il n'est question d'étrangers et à aucun moment il n'est question de prévoir une hypothèse où peut-être quand même les étrangers pourraient y avoir droit. Ils sont radicalement exclus. Donc discrimination forte dans le champ de l'assistance qu'on va renommer aide sociale hein, à partir de 53, 1953. Une discrimination ou des discriminations qui vont perdurer après 1945. 1945 qui est l'année de naissance, de mise en place, de création de la sécurité sociale. Donc ces discriminations dans le champ de l'assistance, elles vont perdurer hein,
après 45, notamment en matière de minimum vieillesse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité, qui est l'équivalent en matière d'invalidité, et plus tard encore, lors de la création de l'allocation aux adultes handicapés en 1975, allocation dont le bénéfice est conditionné alors à la possession de la nationalité française. Donc, on a clairement, voilà, dans le droit alors encore des dispositions relevant d'une préférence nationale. Et ces discriminations, en fait, elles ont longtemps paru naturelles, hein, et c'est pour ça qu'elles ont persisté quand même pendant longtemps. Elles ont pendant longtemps paru naturelles, justement, voilà, parce que l'État-nation est cet État qui protège avant tout ses nationaux, jusqu'à quand même que des évolutions juridiques impulsées par l'expérience traumatisante de la Seconde Guerre mondiale conduisent à la remise en cause de la condition de nationalité. C'est-à-dire que la conception nationale, voire nationaliste de la protection sociale, elle s'est progressivement, voilà, c'est un processus, hein, elle s'est progressivement atténuée après 1945, mais sur un temps assez long. Alors, à la faveur de différents, enfin, d'un contexte multiple, en fait, donc on a cette atténuation jusqu'à sa mise à l'écart, hein, de la condition de nationalité. Je vous ai dit qu'elle n'existait plus aujourd'hui en tant que telle, à la faveur donc, de différents éléments contextuels. Donc, dans le contexte au niveau national de la création de la sécurité sociale, qui est porteuse quand même d'un projet universaliste et de l'idée que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Alors là, je reprends les termes en fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais qui incarne assez bien aussi ce qu'entendent mettre en place les fondateurs de la sécurité sociale. Euh, mise à atténuation jusqu'à la mise à l'écart aussi dans le contexte européen de création de la communauté européenne, qui poursuit un objectif économique avant tout, mais qui, pour que ce projet se concrétise, érige la non-discrimination en principe fondamental pour permettre la libre circulation des travailleurs et des membres de leur famille, hein. Donc il faut traiter les ressortissants communautaires de la même manière que les ressortissants nationaux. Et voilà, dans le contexte, je dirais, global, à la fois national, européen, international, de montée en puissance des droits de l'homme, et notamment des droits sociaux fondamentaux, et de la promotion, hein, dans le cadre de différents textes, à différents niveaux, de la promotion du principe d'égalité. Je songe notamment au préambule de la Constitution de 1946 en France, hein, qui liste un certain nombre de droits sociaux fondamentaux et qui revient aussi bien sûr sur le principe d'égalité. Je songe aussi à la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, alors pas ratifiée tout de suite par la France, qui concerne les droits civils et politiques, mais qui va progressivement être aussi appliquée à la matière sociale. Et donc la condition de nationalité, elle a fini par être mise à l'écart dans ces contextes-là, ce contexte multiple, sous la pression en particulier des juges. C'est important de relever le rôle des juges ici, qui vont condamner la condition de nationalité. Et tous les juges, je dirais, tous les juges les plus importants, entre guillemets, vont s'y mettre. C'est-à-dire qu'on va avoir des condamnations par la Cour de justice des communautés européennes à partir des années 70, par le Conseil d'État en 1989, par le Conseil constitutionnel en 1990, par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, en 1996, puis par la Cour de cassation. Et c'est finalement en 1998, donc non sans résistance, hein, parce qu'on est quand même la fin du XXe siècle, en 1998, le législateur français finit par céder à cette pression en fait, hein, jurisprudentielle, finit par céder en supprimant toute exigence de possession de la nationalité française pour accéder à une protection sociale, à une prestation sociale. Donc voilà, c'est en 98, c'est depuis 98 qu'on peut dire que, stricto sensu, dans les textes, la condition de nationalité n'existe plus en droit de la protection sociale. Alors ça ne veut pas dire que l'accès des personnes étrangères aux prestations sociales est devenu sans conditions spécifiques. Ça ne pourra jamais être inconditionnel, hein, puisqu'on a tous des conditions à remplir, mais ça ne veut pas dire aussi que les personnes étrangères ont été à ce moment-là traitées à l'égal des Français. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre condition
extrêmement importante et qui est là absolument toujours, pleinement pleinement en vigueur, c'est la condition de régularité du séjour. Donc c'est la deuxième condition spécifique aux étrangers, la condition de régularité du séjour. Alors en termes de temporalité, euh, c'est en fait au moment où la condition de nationalité a commencé à être repoussée à partir des années 70 que la condition de régularité du séjour a été introduite en matière de protection sociale. La condition de régularité du séjour, elle suppose que les étrangers résidant en France sont admis à bénéficier des prestations servies par la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'aide sociale, si ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France, c'est-à-dire s'ils disposent de certains titres ou documents attestant la régularité de leur séjour. Ou, alors là, je parle des ressortissants dits d'État tiers à l'Union européenne, comme on les nomme aujourd'hui. Pour les ressortissants communautaires, c'est un peu différent, puisqu'il y a quand même donc, le principe de non-discrimination qui est très fort. Et la condition de régularité du séjour, elle s'applique aussi aux ressortissants communautaires, mais de manière différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de posséder un titre de séjour. Il y a des règles spécifiques, je n'ai pas du tout le temps de préciser, mais voilà, là, en fait, quand je parle de titres et documents de séjour, je vise les ressortissants non européens. Et donc là encore, il faut restituer le contexte pour comprendre cette condition de régularité du séjour. Les années 70, donc époque où elle émerge en matière de protection sociale, marque cette époque, les années 70, marque la fin des Trente Glorieuses, l'entrée dans une période d'instabilité économique et de fermeture des frontières, ce qui se traduit notamment par la décision de suspendre, c'est le terme qui est retenu, de suspendre l'immigration de travail, qui est importante, très importante à l'époque. Décision de la suspendre intervenue en 1974. Pourquoi? Parce qu'on craint notamment que la présence de travailleurs étrangers n'aggrave le chômage national qui est alors en hausse, avec une tendance qui ensuite ne va jamais se démentir sur l'augmentation du chômage. Alors cette suspension de l'immigration, elle aurait pu ne pas avoir d'effet sur la protection sociale et se limiter à un renforcement du contrôle des frontières extérieures, territoriales de la France. Mais les pouvoirs publics vont décider, néanmoins, d'importer la condition de régularité du séjour, qui est une condition issue de la législation sur ce qu'on va appeler la police des étrangers. Ils vont décider de l'importer dans le champ de la protection sociale pour aussi reconfigurer les frontières de la protection sociale. Et donc, les années 70-80 voient se multiplier les cas de prestations sociales subordonnées à la régularité du séjour. Donc, c'est par exemple les prestations familiales en 1975, qui, à partir de là, alors qui étaient donc ouvertes aux étrangers, ces prestations familiales, et qui, là, vont être donc, dont l'accès va être limité par, à ce moment-là, une condition de régularité du séjour. Ça va être aussi le cas plus tard du RMI, du revenu minimum d'insertion, lorsqu'il va être créé en 1988. Il va être associé notamment à une condition de régularité du séjour. Donc on a comme ça des premières occurrences de la condition de régularité du séjour à partir des années 70-80, jusqu'à ce que la condition soit généralisée à l'ensemble de la protection sociale en 1993. Donc généralisation en 1993, sauf exception quand même assez notable et importante, notamment en matière d'accident du travail et en matière d'aide médicale. Une généralisation, néanmoins, donc la condition de régularité devient le principe, qui va intervenir par le biais de la loi dite Pasqua, loi relative à la maîtrise de l'immigration. Et en fait, cette loi et son intitulé, loi relative à la maîtrise de l'immigration, porte l'idée que limiter l'accès à la protection sociale va permettre de maîtriser, de contrôler l'immigration. Et effectivement, on le voit bien à la lecture des travaux parlementaires, par exemple, au cours des discussions donc, autour de la loi de 93, on a un député, à l'époque UDF, donc plutôt centriste, qui déclare: «Notre système de protection sociale constitue un élément de l'effet d'appel à l'immigration». Et en fait, dans l'esprit des promoteurs de la loi, sur cet aspect-là, parce que la loi ne concerne pas du tout que la protection sociale, être souple sur l'octroi des prestations exposerait en fait le pays, la France, à un afflux d'étrangers. Donc,
Encadrer strictement l'accès aux prestations sociales permettrait de contribuer à limiter la venue des étrangers sur le territoire, en les dissuadant en fait d'entreprendre le voyage. Comme si la perspective, en fait, il y a cette idée sous-jacente que la perspective d'accéder à une série de services et de prestations expliquerait les projets de migration. Alors, ce qui en fait n'est démontré par aucune étude sociodémographique ou économique, hein. Mais peu importe, la condition de régularité s'est ancrée, et sans remise en cause cette fois de la part des juges, hein, ce qui diffère par rapport à la condition de nationalité, des juges, en outre, qui interprètent strictement cette condition de régularité du séjour, parce qu'en fait, cette condition de régularité, elle est moins simple qu'il n'y paraît. Je l'ai présentée de manière un peu simple pour commencer, hein. Mais en fait, il ne suffit pas, en réalité, d'être en situation régulière pour bénéficier des prestations sociales. Il faut disposer de certains titres ou documents de séjour qui vont en plus varier selon les prestations sociales. Donc, par exemple, il est plus difficile de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que d'être affilié à l'assurance maladie. Parce que la liste des documents et titres de séjour applicables à chacune de ces prestations, donc AAH et maladie, sont différentes. Et donc, c'est une condition de régularité qu'on va retrouver aussi en matière de couverture maladie, pour déjà un petit peu plus me concentrer sur la maladie, comme je l'annonçais. C'est une condition de régularité du séjour qu'on va retrouver donc en matière de couverture maladie, notamment lors de la réforme de la CMU, la couverture maladie universelle, en 1999. Donc, elle a été appliquée à l'assurance maladie en 93 et elle va être confirmée en 99 lors de la réforme CMU. Je vous rappelle, la réforme CMU de 99, c'est cette réforme très importante qui va permettre une affiliation à l'assurance maladie sur critères de résidence stable et régulière. Alors, ce qui va permettre de rattraper en fait les derniers exclus de l'assurance maladie à l'époque, qui sont environ 150 000, qui sont des personnes sans emploi, des personnes isolées, donc qui ne peuvent pas être affiliées en tant qu'ayant droit, par exemple. Et donc, la réforme va permettre de rattraper ces personnes, sauf parmi elles les étrangers en situation irrégulière, puisque va être décider d'affiliation sur critères de résidence stable et régulière. Et pour ces personnes en situation irrégulière, étrangère, va être créée, donc c'est à ce moment-là que va être créée l'aide médicale d'État, l'AME. L'aide médicale d'État, donc, est une aide sociale sous condition de ressources qui va alors devenir réservée aux sans-papiers. Alors, en fait, je dis donc l'aide médicale d'État est créée. Euh, Plus précisément, en fait, il existait déjà une aide médicale. J'ai même évoqué la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite. L'aide médicale existe en fait depuis 1893, évidemment connaître des évolutions, être ouverte aux étrangers notamment. Et elle va, donc avant 99, il existait déjà une aide médicale qui était gérée par les départements. Et en fait, à l'occasion de la loi CMU, l'aide médicale va être réformée pour être donc recentrée sur les sans-papiers et gérée par l'État. Voilà. Donc on pourra noter quand même l'ironie de l'histoire qui fait qu'en matière d'aide médicale, on est passé d'une aide refusée aux étrangers à une aide réservée aux sans-papiers. Voilà, en un siècle, il y a un mouvement quand même assez intéressant. Donc, on va retrouver la condition de régularité en matière de maladie, ce qui va, tout en maintenant donc un dispositif spécial, ce qui devient vraiment spécifique aux étrangers ne remplissant pas la condition de régularité du séjour. Alors, avant de revenir un peu plus encore sur la maladie, je vais quand même mentionner la dernière condition d'accès aux prestations sociales pour les étrangers qui monte en puissance depuis les années 2000. C'est la condition de résidence régulière préalable. C'est-à-dire qu'une personne étrangère en situation régulière, au regard du droit de la protection sociale, et plus précisément vis-à-vis de telles prestations, n'a pas automatiquement droit à cette prestation parce qu'une fois examinée la régularité du séjour, il faut encore s'intéresser à donc ce dernier type de condition qui tient en l'exigence d'être en situation régulière depuis un certain temps. Et une exigence qui est assortie bien souvent d'une exigence tenant à l'autorisation de travail, c'est-à-dire que va être exigé un titre de séjour autorisant à travailler depuis un certain temps.
C'est la condition dont on a beaucoup parlé dans le cadre de la dernière loi immigration, puisque, avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel, la loi prévoyait le conditionnement des prestations familiales, des aides au logement, de l'allocation personnalisée d'autonomie et du dispositif du droit au logement opposable à une résidence régulière préalable d'au moins 5 ans, ou alors à une affiliation à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, ce qui suppose d'être en séjour régulier avec droit au travail, depuis au moins 30 mois. Ou c'était, alors plus court en matière d'aide au logement, c'était 3 mois. Donc cette condition, elle a été censurée, mais en fait, elle existe déjà. Elle existe déjà dans notre système, elle existe en matière de RSA, hein, où il y a une condition de résidence régulière préalable de 5 ans avec droit au travail. Elle existe en matière d'ASPA, d'allocation de solidarité aux personnes âgées, 10 ans. Elle existe en matière d'allocation supplémentaire d'invalidité, 10 ans aussi. Et il y a d'autres occurrences aussi, enfin d'autres exemples, hein, en matière de prime d'activité, par exemple. C'est une condition, donc, je dis, qui monte en puissance et qui, en fait, là, retour un peu en arrière hein, dans l'histoire, qui, quand même, ressemble assez fortement à une condition de nationalité parce qu'elle va exclure pendant de nombreuses années les étrangers du bénéfice de prestations sociales. Et donc, Antoine Matte, notamment, qui peut-être un nom que certains connaissent, qui est spécialiste des questions de protection sociale et notamment des étrangers, chercheur à l'IRES, parle de préférence nationale déguisée hein, pour décrire cette condition de résidence régulière préalable. Donc voilà, je vous ai fait le panorama déjà de la protection sociale des étrangères, des personnes étrangères, pardon, qu'on peut voilà, présenter comme une protection sociale sous condition, j'allais dire plus, hein. Maintenant, un focus sur la couverture maladie, je l'ai déjà évoqué, mais je vais me concentrer maintenant vraiment sur la maladie. Aujourd'hui, donc, la condition centrale en matière de couverture maladie, c'est la condition de régularité du séjour. Toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière en France relève de la PUMA, de la protection universelle maladie. Donc, c'est-à-dire en fait de l'assurance maladie, hein, de la sécurité sociale. Pour les personnes étrangères, ça suppose d'être titulaire d'un des titres ou documents de séjour figurant dans une liste fixée par un arrêté du 10 mai 2017, qui donc dresse une liste de titres et documents de séjour qui vont de la carte de résident, bien sûr, à la carte de séjour temporaire ou différentes cartes de séjour temporaire, en passant par l'autorisation provisoire de séjour, l'attestation de demande d'asile, les récépissés de demande de renouvellement de ces cartes, voire les récépissés délivrés à l'occasion d'une première demande. La liste est longue. Pour le coup, il y a quand même un accès en termes de régularité du séjour. Enfin, je dirais que la condition de régularité du séjour en matière de maladie, elle est souple, hein. Elle est souple, pour autant, il y a quand même des personnes qui ne remplissent pas cette condition, on le sait, et elles sont assez nombreuses. Et pour ces personnes, il reste 3 dispositifs qui sont l'aide médicale d'État. Alors, Mathias pourra confirmer la donnée, j'ai un petit doute maintenant, mais il me semble qu'on est aux alentours maintenant de 300 000, 350 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État, mais bon, il me corrigera si je me trompe. Donc, elles peuvent relever, pas nécessairement, hein, elles peuvent relever de l'AME, les personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour. Elles peuvent éventuellement voir leurs soins pris en charge au titre d'un autre dispositif qui s'appelle le dispositif des soins urgents et vitaux. Donc ça, c'est un dispositif qui va pouvoir être mis en œuvre au profit des personnes étrangères en situation irrégulière en France, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'AME. Et notamment la condition de ressources, parce que pour bénéficier de l'AME, ne faut pas que les ressources de la personne dépassent un certain seuil. Je vais quand même y revenir dans quelques instants. Et donc, ce dispositif va permettre de couvrir ces personnes, mais seulement, son nom l'indique, en cas d'urgence vitale. Et dernier dispositif qui existe pour les personnes en situation irrégulière, ce sont les PASS, les permanences d'accès aux soins de santé dans les hôpitaux. Donc, la condition de régularité, déjà, elle exclut. On voit, rien que le nombre de bénéficiaires de l'AME l'atteste, elle exclut quand même un certain nombre de personnes de la PUMA.
Et elle a aussi pour conséquence de complexifier le Tellement, hein. système, parce qu'on a quand même différentes strates, hein. Du coup, on a PUMA, AME, DSUV, PASS. Alors, dans une approche, je dirais optimiste, on pourrait relever que personne n'est du coup complètement laissé sur le côté, puisqu'il existe des filets de sécurité en matière de maladie. Dans une approche plus critique, qui renvoie à la problématique des barrières dans l'accès aux droits, je crois qu'il faut surtout souligner que l'existence de l'AME, notamment de l'aide médicale d'État, même si bien sûr elle illustre la manière dont on entend quand même garantir, hein, à certains égards, le droit à la santé, l'existence de l'AME illustre la manière dont la politique migratoire a pris en fait le pas sur une politique sociale qui est ici la politique de santé. Parce que si l'AME existe, vous l'aurez compris, c'est parce que on a refusé, enfin je dis on, je ne m'inclus pas dedans, mais on a refusé d'intégrer les résidents sans papier à l'assurance maladie, de peur de créer un appel d'air, hein, pour utiliser l'expression consacrée, avec cette idée donc que les personnes viendraient pour bénéficier de l'AME, notamment en France. Or, ce refus d'intégrer les résidents sans papier à l'assurance maladie, il a des conséquences. Donc, il les relègue à l'AME, voire aux dispositifs qui sont encore moins protecteurs. Euh, il les relègue à ces dispositifs qui sont évidemment moins, voilà, moins favorables, et notamment l'AME, hein, est moins favorable que la PUMA. Il ne faut pas penser que l'AME, c'est la PUMA pour les sans-papiers. On ne peut pas la décrire comme ça. Donc, sans parler du DSUV et des passes, hein, évidemment. Mais si on s'en tient à l'AME, déjà, enfin, l'AME est moins favorable que la PUMA. Alors, il y a du fait déjà de la condition de ressources, qui en fait produit un effet de seuil radical. Actuellement, les ressources à ne pas dépasser pour une personne, c'est 847 euros par mois. Une personne étrangère qui fait état de 850 euros, hein, de ressources par mois est exclue de l'AME. Effet de seuil radical. Il n'y a pas d'équivalent de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'existe plus, mais vous savez, en matière de maintenant de complémentaire santé solidaire, si on dépasse un certain seuil, on peut quand même en bénéficier sous réserve donc de participer un petit peu financièrement. Ça n'existe pas en matière d'AME, donc il y a cet effet de seuil radical, en sachant qu'il y a les personnes sans papier qui résident en France, pour beaucoup, travaillent, donc dépassent le seuil de ressources, hein. Et donc, si elles veulent bénéficier de l'AME, bah, en fait, elles seraient presque incitées à mentir sur leurs ressources. Et donc là, on est dans de la fraude, évidemment. Elles ne s'engagent pas dans... Enfin voilà, les personnes étrangères ne sont pas par définition des fraudeurs. Bon. Ensuite, le panier de soins de l'AME, il est différent, hein, de celui de la PUMA. Alors, les soins courants sont pris en charge à 100%, hein, donc il n'y a pas de reste à charge. Mais on a une prise en charge qui est moins importante pour les frais d'optique, les prothèses dentaires, les prothèses auditives. Là, on a une réforme récente en la matière, c'est celle du 100% santé, dont vous avez peut-être entendu parler. Les bénéficiaires de l'AME n'en bénéficient pas de cette réforme. Donc, en fait, ils n'ont pas accès à l'optique, aux prothèses dentaires, à l'audiologie. Les bénéficiaires de l'AME ne relèvent pas du parcours de soins coordonnés, donc ils n'ont pas de médecin traitant. Ils peuvent consulter des médecins, hein, mais voilà, ils ne sont pas intégrés dans ce dispositif qui est supposé quand même accompagner de manière optimale les personnes dans leur parcours, voilà, leur parcours de santé, je dirais. Les bénéficiaires de l'AME sont exclus aussi des campagnes de prévention et de dépistage. Et donc ça, c'est un deuxième élément, hein, qui souligne le caractère moins favorable de l'AME. Euh, un régime de l'AME qui est en plus de moins en moins favorable. C'est-à-dire que l'AME connaît des restrictions continues depuis 2002, donc qui sont intervenues assez rapidement après sa mise en place. Des restrictions continues depuis 2002 qui s'ajoutent aux velléités annuelles, hein, c'est vraiment redondant, hein, aux velléités annuelles de supprimer l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. Mathias Thibault y reviendra, c'est de l'actualité encore. Mais donc voilà, depuis sa création, à chaque loi de finances, puisque l'AME relève du budget de l'État, à chaque loi de finances, on entend voilà, la voix de ceux qui veulent supprimer l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. C'était le cas aussi dans le cadre de la loi immigration. Voilà. Et puis, encore aujourd'hui. Alors, la raison avancée, c'est plus tant d'ailleurs que
Aujourd'hui, on met plutôt plus tant en avant parce que c'est tellement pas démontré qu'il y a un moment donné, on arrête aussi un peu de le dire de part et d'autre. C'est plutôt que, l'AME, produit un effet d'appel que, qu'elle produit un effet que je qualifie, enfin que j'ai qualifié, je lui donne un nom, un effet ventouse. C'est-à-dire que, l'AME inciterait, maintenant c'est ce qu'on dit plutôt, l'AME inciterait les personnes à se maintenir en France. C'est-à-dire, elles y sont, elles ont ouvert des droits à l'AME, et donc parce qu'elles ont des droits à l'AME, elles restent en France. Hein. Donc c'est mettre complètement de côté les raisons pour lesquelles elles sont venues en France, hein, par ailleurs. Ça peut être pour des attaches familiales, pour des raisons économiques, évidemment pour fuir aussi tout un tas de situations qui ne sont pas forcément reconnues au titre de l'asile. Mais donc cet effet donc, que j'appelle ventouse, il n'est pas plus vérifié que l'effet d'appel. Hein. Il n'y a pas, il y a rien qui permet de dire que les personnes restent en France pour bénéficier de l'AME. L'autre raison avancée pour voilà, réformer à minima, voire supprimer l'AME, c'est le poids qu'elle fait peser sur les finances publiques. Je dis toujours l'AME, ça coûte trop cher. En fait, l'AME, à chaque loi de finances, elle est sous-dotée. Donc forcément, elle est sous-dotée et du coup, les dépenses sont plus importantes que ce qu'on avait prévu, mais sauf que ça, c'est sciemment fait. Et donc là, derrière, on va dire, le budget de l'AME explose, ce n'est pas possible. L'AME, ça coûte environ 1 milliard d'euros. Ce n'est pas négligeable, mais c'est en fait presque une goutte d'eau dans les dépenses de santé. Enfin, c'est même une goutte d'eau, c'est 0,5% des dépenses de santé. Euh, donc, il n'y a pas d'explosion des dépenses de l'AME en réalité. Et tout ça, ça va mettre en lien aussi avec, s'il y a plus de personnes sans papier en France, c'est aussi parce qu'il y a une politique migratoire qui est plus stricte. Hein. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça d'une certaine manière. Et par ailleurs, les bénéficiaires de l'AME n'ont pas une consommation en soins particulièrement importante ou voilà, qui se distinguerait de celle des personnes relevant de la PUMA. Et au contraire même, et Mathias, je pense, y reviendra, Mathias Thibault, il y a un non-recours très important à l'AME, près de 50%, c'est-à-dire près d'une personne sur deux qui aurait droit à l'AME n'en bénéficie pas. Donc ça contredit en fait tout ce qui est avancé pour réformer et supprimer l'AME. Or, ces discours-là, ils ont voilà, fondé les restrictions qui sont intervenues dès 2002. Et là, je vous fais un petit inventaire à l'après-vert hein, des restrictions que connaît l'AME depuis 2002. La première restriction, donc, qui date de 2002, tient à l'introduction d'une condition de résidence préalable de 3 mois sur le territoire pour pouvoir bénéficier de l'AME. Cette condition de résidence préalable de 3 mois, elle a été renforcée en 2019 par l'exigence d'une situation irrégulière durant ces 3 mois, ce qui va exclure notamment les demandeurs d'asile déboutés, demandeurs d'asile qui sont en situation régulière le temps de l'examen de leur demande d'asile, qui, s'ils sont déboutés, se retrouvent, et qu'ils se maintiennent en France, se retrouvent en situation irrégulière, ces personnes-là ne vont pas alors pouvoir bénéficier de l'AME, si tant est que leurs ressources ne soient pas trop importantes, ne vont pas pouvoir bénéficier de l'AME au moins pendant 3 mois. Hein. Donc ça crée une espèce là de vide. Hein. Alors elles pourront se rabattre éventuellement sur le DSUV, mais si c'est urgent et vital, et il lui resteront les passes dans les hôpitaux si besoin, qui sont par ailleurs bon, déjà voilà, surchargés. Donc, condition de résidence préalable maintenant irrégulière depuis 3 mois. En 2011, a été instauré un droit de timbre annuel de 30 euros qui a été supprimé 2 ans plus tard, après un changement de majorité politique. En 2015, a été décidée la fin de la prise en charge, dans le cadre de l'AME, des médicaments à service médical rendu faible. Donc, vous savez, les médicaments, ils sont plus ou moins remboursés selon leur service médical rendu. Et donc, il y a des services, mais il y a des médicaments dont on considère que le service, alors qui sont remboursés, mais qui voilà, présentent un service médical rendu considéré comme faible. C'est par exemple le Spasfon. Le Spasfon, bon, bah, du coup, est plus du tout remboursé pour les bénéficiaires de l'AME. Autre restriction, en 2019, l'obligation dans le cadre de la demande d'AME de déposer physiquement sa demande. Hein.
Ce qui en fait, et là aussi je ne vais pas empiéter, je pense, sur les propos de Mathias Thibault, mais constitue un obstacle très concret. Et enfin, dernier exemple de restriction, en 2020, instauration d'un délai de carence de 9 mois pour les soins considérés comme non urgents. Par exemple, l'opération de la cataracte. Un délai de carence où l'assurance maladie va autoriser ou non aussi, durant lequel elle va se prononcer sur voilà, l'acte envisagé et voir si elle l'autorise ou pas. Donc voilà, je laisserai encore une fois Mathias parler des conséquences concrètes de ces mesures qui font que la demande d'AME est devenue, pour reprendre les mots des associations, hein, un parcours du combattant, sans parler des refus de soins auxquels s'exposent les patients bénéficiaires de l'AME, une fois donc ils sont couverts, mais voilà, ils sont couverts, mais pour autant, ils continuent à rencontrer des difficultés pour voir en termes de protection maladie. Alors en termes plus juridiques, en termes de conséquences juridiques, ces multiples mesures, on peut se demander si ces multiples mesures, bien sûr, ne préfigurent pas une transformation plus profonde de l'AME, hein. Donc on voit qu'on avance petit pas par petit pas, mais une transformation plus profonde de l'AME jusqu'à sa suppression. On a un dernier rapport relatif à l'AME, le rapport Evin-Stefanini, rendu en décembre 2023, qui est le dernier rapport d'une longue liste de rapports. Beaucoup de rapports sur l'AME. Ce dernier rapport, il écarte l'option de la suppression de l'AME. Il avait été commandé dans le cadre des débats, hein, de la loi immigration, puisque le Sénat avait à ce moment-là voté un amendement pour supprimer l'AME, qui a été retiré ensuite. Mais donc, un rapport avait été demandé, et ce rapport, donc, il écarte l'option de la suppression de l'AME. Il se positionne donc contre le remplacement par une aide médicale d'urgence, en mettant en avant des arguments sanitaires, économiques, éthiques, hein, des arguments sanitaires pour dire que voilà, ça va contre la santé publique, économique en disant bah, si on supprime l'AME, les personnes se soigneront plus tardivement, ce qui coûtera plus cher en réalité. Des arguments éthiques aussi, sur lesquels insiste le rapport en disant bah, ça place les soignants dans des positions très délicates, de savoir faire le choix de soigner ou pas au regard de la situation administrative. Et par ailleurs, c'est un rapport ambivalent, hein, et je terminerai là-dessus. C'est un rapport ambivalent qui résulte du fait qu'en fait, on a un rapport qui a été rédigé par deux personnes dont les orientations politiques sont différentes, hein, et dans un temps en plus très court. Et donc, on va trouver des propositions d'amélioration dans ce rapport, mais aussi des propositions de restriction. Au titre des propositions d'amélioration, euh, est proposé d'ouvrir le droit à l'AME pour 2 ans. Aujourd'hui, il est ouvert pour 1 an. Donc évidemment, 2 ans, ce serait plus favorable. Il est proposé aussi d'inclure les bénéficiaires de l'AME dans le parcours de soins coordonnés et dans les dispositifs de prévention. Donc des améliorations qui sont proposées, mais à côté de ça aussi, des propositions de restriction, notamment l'intégration des demandeurs d'asile à l'AME dès le départ, sous couvert de simplification du système. C'est-à-dire que, effectivement, les demandeurs d'asile déboutés peuvent basculer dans l'AME. Alors voilà, pour éviter ce changement de statut, on va dès le départ les intégrer à l'AME, ce qui est vraiment un non-sens, bon, qui aussi, de manière plus générale, remet en question aussi le droit d'asile en réalité, enfin décrédibilise, délégitime, hein, l'asile, et qui par ailleurs, bien sûr, alourdirait les dépenses, hein, de l'AME. Les demandeurs d'asile sont quand même, voilà, sont en nombre. Donc ça alourdirait les dépenses et c'est un argument supplémentaire pour venir dire que l'AME coûte trop cher. Donc c'est évidemment là, on se tire une balle dans le pied si on fait ça. Et autre restriction, la complexification des démarches, toujours liée notamment à la présence physique, donc lors du dépôt de la demande, mais aussi du retrait de la carte, du renouvellement de la demande d'AME. Donc bon, un rapport voilà, contradictoire, hein, traversé de contradictions, qui est vraiment pas inintéressant, et il faut saluer quand même le travail qui a pu être fait dans un temps très court, mais voilà, qui laisse sceptique sur un certain nombre de points. Voilà, pour conclure, l'histoire de la protection sociale des étrangers à l'échelle du temps long, c'est celle d'une ouverture quand même par rapport à l'époque où la condition de nationalité existait, c'est certain. Mais à l'époque actuelle, on est quand même plutôt à une fermeture et à une forme de retour en arrière qui est inquiétante à bien des égards. Et l'AME notamment, hein, je crois, en est une illustration.